Eh bien alors bonjour mes chers amis, une nouvelle fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors je suis un peu dans l'euphorie, mais ça c'est parce que je suis heureux de travailler sur ce sur quoi je travaille, c'est-à-dire ces audios consacrés à l'histoire de la raison racontés par François Châtelet sur France Culture. C'était dans les années 70, fin 70. Et d'abord, c'est un conteur hors pair, et puis ça m'apprend des choses, et puis ça me permet de développer la théorie que je développe depuis 25 ans maintenant sur Internet, selon laquelle l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est schématiquement le paradis. On construit le paradis sans le savoir, hein. On construit le paradis, l'ensemble humain, tous les humains. Il n'y a pas un humain qui travaille pas, qui donne pas l'entièreté de son existence à cette œuvre-là. Et donc, tous les humains travaillent à construire ce paradis pour nos futurs descendants. Alors, il faudra encore quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, peu importe, l'humanité, elle a le temps et elle parviendra à ça. Alors donc, ce que je fais, je lance cet audio, là, de cette émission. J'en suis arrivé à l'épisode 15 sur 20, il y en a 20. C'est toujours consacré à Hegel, la réalisation de la raison par Hegel. Et donc, je lance et je commente. Voilà, et je digresse. Hein. Alors, on y va. Ces éléments sont là un peu plus fort. Pour venir en témoignage du fait qu'avant les Grecs, les hommes vivaient, étaient des hommes, mais qu'ils ne pensaient pas la liberté, qu'ils ne se pensaient là, on est pas sur comme libres. La liberté qui arrive à la conscience. Qu'il y avait, par exemple, dans les despotismes orientaux qui ont précédé, celui de la Perse ou celui de l'Égypte, il y avait des hommes libres, les chefs, mais que l'ensemble de la population était dominé. Voilà, alors, la liberté, c'est un moment crucial à l'époque de Hegel, de Kant, et voilà, le XVIIIe siècle. Cette idée va émerger et elle va donner la pensée libérale, le libéralisme avec Adam Smith, etc. Les Anglais, et puis justement Hegel et tout. Et donc la liberté, là, devient quelque chose de fondamental. Les êtres humains cherchent la liberté. Donc ils veulent se séparer de l'aristocratie qui thésaurise les libertés au détriment du reste de la population. C'est ce qui va faire que la bourgeoisie qui commence à monter, les nouveaux industriels veulent cette liberté, et donc ça va faire la révolution, ça va donner la révolution française, et puis les révolutions un peu dans tous les coins du monde. Là. Et cette révolution, elle apporte l'idée d'égalité pour l'ensemble. Et Hegel en fait la base de sa réflexion. Les Grecs se sont efforcés de l'évolution d'étendre à une part plus large de l'humanité ce principe de la liberté. Et du coup, Hegel montre comment la raison a servi d'instrument de compréhension entre ces divers hommes libres, comment en même temps les Grecs qui voulaient la liberté ont en même temps construit le projet du discours rationnel. Il montre également pour quelle raison s'est introduite la décadence. Intéressant, parce que on peut le retrouver maintenant. Qu'est-ce qui fait que l'Occident est rentré en décadence? Est-ce que c'est la démocratie, comme certains en parlent, ou est-ce que c'est l'oligarchie qui a pris le pas sur la démocratie et qui a perturbé, pour pas dire anéanti, la démocratie dans ses grandes valeurs, au profit de l'oligarchie?
Moi, je pencherai plutôt sur ça. C'est plutôt les oligarques qui détruisent la démocratie et qui conduisent au chaos. Parce que tout simplement parce que quand c'est les dominants qui dominent, les valeurs des dominants, elles sont agressives. Ils sont combatifs, ils ont de la niaque, ils ont de l'ambition, ils ont de la capacité à organiser des grosses industries, à faire du business, à construire le monde. Il n'y a pas de problème, toutes ces qualités-là, elles font partie de leur potentiel. Mais si on est passé sur la démocratie, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est-à-dire la domination du peuple, c'est-à-dire le peuple qui devient souverain, et c'est pas pour rien. Parce que le peuple, par essence, il est moins agressif, moins violent, moins combatif, etc. Donc c'est les valeurs du peuple qui doivent être mises en exergue. Normalement, la démocratie, elle fait monter les meilleurs du peuple. Dans le peuple, elle choisit les meilleurs à travers les grandes écoles, etc., etc., les mieux formés pour devenir les leaders, pour devenir président de la République, ministre, etc., tous ceux qui vont organiser la société, mais ils se font élire pour appliquer les valeurs du peuple par essence plus paisibles. Si c'est l'inverse, si, comme c'est actuellement le cas, les meilleurs se font élire, mais pour faire élire, pour appliquer les valeurs de l'oligarchie, eh bien, ça donne beaucoup plus de violence. Parce que les dominants sont beaucoup plus violents, ils sont beaucoup plus guerriers, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus... ils ont plus au niveau des testostérones, c'est beaucoup plus pointu. Ils sont... Voilà, et on voit que les 30 années là qu'on vient de passer avec cette oligarchie qui est au pouvoir, ça a donné des guerres, des chaos, du malheur, quoi. Le peuple, il n'est pas heureux. Et alors qu'il était heureux dans les 30 glorieuses parce que les dominants étaient beaucoup plus démocrates et c'était pas eux qui avaient le pouvoir, c'était le peuple malgré tout qui avait le pouvoir à travers bon voilà, ils pouvaient manifester facilement, changer les choses, faire évoluer, réclamer de l'évolution, etc. Le peuple était au pouvoir. Dans cette période des 30 glorieuses, le monde était beaucoup plus paisible finalement, et beaucoup plus optimiste. Et là, à partir du moment où c'est les dominants qui prennent le pouvoir, ça engendre beaucoup plus de chaos. Plus il y a de dominants, et plus il y a de compétition, et plus il y a de chaos. Alors ça, je l'ai écrit sur la mécanique universelle. Vous tapez dominant, etc. Et donc, j'ai bien détecté cette chose-là. Et là, il y a quelques jours, hier, j'ai lu un truc très intéressant à ce niveau-là. Ils ont fait des études aux États-Unis, dans une université, et ils se sont rendus compte que dans l'humanité globale, il y a 1%, en gros, 1 jusqu'à 3%, disons, de psychopathes, de psychopathologie, d'agressifs, de gens qui sont dangereux qui peuvent être dangereux. Et ils se sont rendus compte que chez les dominants, chez les leaders, dans le système des leaders, ça monte à 25%. Donc, si on fait un système, si c'est les leaders qui donnent les valeurs, comme c'est le cas actuellement, eh ben, ça donne un monde psychopathologique. Et c'est exactement ce qu'on ressent. Voilà. Allez, on y va. Une antithèse après cette thèse, après cette position de la cité grecque. L'antithèse est fournie par l'Empire romain. L'antithèse, ce n'est pas seulement une opposition, c'est déjà un dépassement.
l'antithèse va regrouper certains éléments qui étaient présents dans la thèse, mais va les intégrer à une perspective différente. C'est clair, c'est comme ça que ça évolue. Nie la thèse, mais commence déjà à la dépasser, à apporter des éléments supplémentaires. Et de la même manière, je ne peux pas entrer dans les détails, Hegel montre quel est l'apport de la culture, de la civilisation romaine à l'humanité. Cet apport, c'est la prose du monde, nous dit Hegel, c'est le droit. Mais, d'un autre côté, le droit, c'est fondamental, parce que c'est la maîtrise des pulsions. Le droit, c'est ce qui permet de beaucoup plus... Les tabous, les interdits le faisaient déjà, hein, les lois mosaïques, les lois de la Bible, elles guidaient l'humanité. Mais à partir du moment où on rentre dans le droit, là, on peut sophistiquer. Les lois se sophistiquent. Maintenant, le code pénal, c'est un pavé comme ça, avec des interdits en pagaille, et qui font que l'homme ne peut pas abuser, peut de moins en moins abuser de ses congénères, parce que c'est ça le but. C'est pas pour embêter les gens. C'est en fait pour contraindre, pour comprimer les pulsions humaines, la pulsion de s'affirmer aux dépens de ses congénères. Ont perdu certains éléments que les Grecs avaient apportés. Vient la période de synthèse, et pour lui, c'est l'apparition de la pensée chrétienne qui reprend les éléments qui étaient présents dans la pensée grecque, les éléments qui étaient présents dans l'Empire romain, mais qui les combine d'une manière originale pour faire surgir une nouvelle figure de l'humanité. Alors, ça c'est valable si on prend le Christ, la base du Christ. Oui, il y a tout ça, et il y a même, ça préfigure même le communisme, l'égalité, etc., etc. Mais ce qui est devenu le christianisme, ça c'était valable à l'origine des choses. Mais à partir du moment où le christianisme rentre dans les rouages du pouvoir, il pose un problème à sa propre évolution. C'est-à-dire qu'au lieu d'évoluer dans les valeurs christiques, il évolue dans les valeurs oligarchiques, dans les valeurs du système dominant. Et là, ça change tout. La philosophie de l'histoire vue par Hegel, contrairement à la vision de Condorcet, n'est plus un devenir simplement cumulatif d'hommes. Les apports technologiques viennent s'ajouter comme une brique se pose sur une autre brique. Pour Hegel, le devenir est essentiellement dramatique. Un peuple joue son rôle dans l'histoire de l'humanité. Pour jouer ce rôle, elle est en général obligée de vaincre par la violence la figure qui l'a précédée, et elle-même sera par la violence vaincue par la figure qui lui succède. Mais à chaque fois... Ça, c'est le principe des primates naturels que nous étions à l'origine. Un dominant s'impose au groupe, et puis il est harcelé par des prétendants, etc., etc., jusqu'au moment où il perd un peu d'énergie, il vieillit, et il est renversé par un prétendant qui devient dominant à son tour, qui thésaurise les privilèges, qui est harcelé, etc., et qui fait que le monde ne peut pas évoluer. Dans le monde de nos cousins singes, chimpanzés, ça peut pas évoluer parce que il y a rien au-dessus du dominant. Le dominant, il reste, il est tout-puissant. À partir du moment où l'humanité a mis au-dessus de ce dominant Dieu, donc un dominant supérieur auquel le dominant devait obéir, l'humanité a pu commencer à travailler sur le dominant en dessous de Dieu, donc le dominant humain. Et là, on est rentré dans l'évolution, on a pu faire évoluer les choses. Un élément nouveau est introduit jusqu'au moment où on en arrive
à cette période ultime par ce commencement de la fin, qui est précisément la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui quand? La philosophie de l'histoire hegelienne, c'est une philosophie de l'histoire dramatique. Elle est tout entière fondée sur l'idée que les hommes progressent par la guerre, par ce type spécifique de violence qu'est la guerre. Et que les doctrines philosophiques, par exemple, qui représentent un des aspects de la culture, chaque culture a sa philosophie, a même ses philosophies, car, j'ai beaucoup simplifié, à l'intérieur de la cité grecque, par exemple, Hegel introduit une périodisation qui est elle-même dialectique, qui passe également par cette position, opposition, dépassement. Dialectique, ça veut dire évolution, de l'évolution, c'est-à-dire il y a les présocratiques, il y a les sophistes, il y a Socrate, il y a Platon, il y a Aristote, on pourrait le schématiser un petit peu comme ça. Et donc il y a bien un progrès à l'intérieur, une évolution. De la position et de l'opposition. Et c'est clair que c'est compliqué de parler de progrès d'ailleurs, parce que les présocratiques étaient tellement spirituels, étaient tellement avancés dans la spiritualité que l'évolution qui s'est faite vers la raison a perdu du spirituel. Donc on perd toujours quelque chose. C'est pas aussi simple que ça. Il y a une évolution de la raison, mais une perte du spirituel. Et là, on en est vraiment conscient là actuellement. Et les vidéos que j'ai faites précédentes une vision qui s'efforce de réconcilier la recherche de l'intelligibilité intégrale et les aspects les plus concrets, les plus vivants de la réalité humaine dans l'histoire. La raison est une raison qui chemine avec des ruses. Les ruses de la raison. Ah, les ruses de la raison. Insiste beaucoup dans sa philosophie de l'histoire sur le rôle du héros. Le héros, c'est celui qui accomplit une étape de l'histoire de l'humanité, mais qui ne sait pas qu'il l'accomplit. Incroyable. Parce que c'est exactement ce que j'ai écrit sur la Méca à un certain moment. Nous sommes des héros. Nous travaillons vraiment les 12 travaux d'Hercule. C'est exactement ce que l'humanité est en train de faire. Et on est des héros et on l'ignore. On est dans la période des héros. On doit nettoyer les écuries d'Augias. On doit aller tuer le Minotaure, donc le pervers narcissique, parce que c'est ça le Minotaure, c'est le narcissique, c'est le psychopathe en somme, dans la chose. Donc on doit tuer la psychopathie, pas le psychopathe, mais la psychopathie dans l'humanité, la perversion narcissique. Voilà, on doit maîtriser... voilà, quand on regarde, j'avais fait un peu une analyse sur ces 12 travaux, c'est exactement ce que doit faire l'humanité. C'est et pour l'instant, on est des héros parce qu'on ne sait pas ce qu'on réalise. On réalise cette humanité, cette évolution vers la perfection sans le savoir. À partir du moment où on le saura, on passera du héros au sage. Voilà. L'humanité passera. Napoléon Bonaparte, que Hegel admire profondément, est aussi considéré par Hegel comme un de ces héros qui n'a absolument pas su ce qu'il faisait. C'est lui qui a institué l'État moderne. Mais alors ça, c'est génial. Mais il l'a fait pour des raisons. Mais c'est ça. Qui n'était pas du tout celle-là. Et c'est là où la ruse de la raison. Le bien-être de sa famille, la grandeur de son pays d'adoption. Il a voulu prouver qu'il était
Incroyable. Le meilleur stratège de tous les temps. Il n'a pas du tout su qu'il faisait l'État moderne. Et pour Hegel, il en est ainsi de tous les héros. Ils font l'histoire, mais ils ne savent pas qu'ils font l'histoire. C'est le philosophe qui vient après, qui comprend ce qu'ils ont fait et qui met en forme, qui formalise dans un discours l'apport de chaque période et de ceux qui en ont été les agents les plus résolus. C'est clair que c'est comme ça. L'humanité ne peut pas comprendre. Elle est au travail, elle bosse, on est dans l'activité, dans l'action. Donc on ne peut pas réfléchir, on peut pas être... C'est le philosophe qui peut s'extraire de ça, aller s'isoler, aller se mettre dans un coin pour réfléchir et qui peut là, parce qu'il a il a un cerveau qui est hypermétrope, qui lui permet de regarder sur toute la partie de la création, sur toute la création, qui peut sauter avec des bottes de 7 lieues d'un siècle à un autre, d'une histoire à une autre. Voilà, sa configuration mentale lui permet d'éclairer cela. Mais sinon, l'humanité, elle travaille à ça sans savoir. Et on en est exactement encore là. Et aujourd'hui, la mécanique universelle tente encore d'éclairer. Alors, Hegel voulait faire éclairer cette chose-là, mais c'était un universitaire, donc c'était tout, et c'était un universitaire compliqué. C'est très touffu, ces écrits, c'est compliqué, ça parle qu'à une petite partie de l'intelligentsia. Il faut connaître l'histoire de la philosophie, il faut être vraiment plongé là-dedans pour comprendre. Et en plus, il écrit au XVIIIe siècle. Il n'écrit pas au XIXe. Il n'écrit pas au XXIe comme moi aujourd'hui. Donc c'est autre chose. Moi, j'ai la chance, sans le vouloir, d'être naïf et de pas avoir fait d'études, donc d'écrire de façon ordinaire, de parler de façon simpliste et d'être autiste, donc de pas chercher les subtilités, l'abstraction, les choses comme ça, d'avoir sans doute un paquet de neurones grillés, donc de simplifier, d'avoir un cerveau qui est devenu très simple au niveau mémoire, qui retient pas les mots, donc qui a un minimum de vocabulaire. Et ben tout ça donne c'est une philosophie qui est plus qui est au ras des pâquerettes pour tout le monde. Et voilà, peut-être c'est celle qui devait s'imposer maintenant, très certainement, à ce moment-là. Et on voit que cette évolution vers la simplicité, elle se voit aussi dans la littérature. Les écrivains actuels, ils écrivent presque, et puis bientôt ils écriront comme l'IA. Donc c'est du simplisme, quoi. On va vers le simplisme. Et ben le philosophe que je suis, c'est l'évolution logique de la façon de penser. Que cette vision hegelienne du devenir suppose un privilège de notre époque par rapport aux autres. Car enfin, la question que l'on pourrait poser à Hegel est bien sûr la question suivante. Comment se fait-il qu'il a fallu attendre l'arrivée de Hegel pour penser le devenir de l'humanité? C'est simple. C'est comme ça, c'est des étapes, c'est la progression, c'est la montée progressive de la conscience dans l'esprit humain. Voilà, cette conscience, à un certain moment, elle est... Alors je l'explique comme ça sur la mécanique universelle, tous les éléments pour faire la pénicilline existaient dans le monde. Il y avait sans doute eu des moments où on a laissé un bout de truc moisir etc. Tout était là pour que ça devienne un antibiotique. Mais il a fallu attendre Fleming. C'est Fleming qui a
parce qu'il était dans un tel moment de l'histoire qu'il a pu comprendre tout ça. Darwin était au moment de l'histoire où il pouvait expliquer telle chose. Claude Lévi-Strauss a pu rentrer, aller faire une analyse des autres communautés humaines parce que c'était le moment où une telle science pouvait se développer. Aujourd'hui, l'éthologie, c'est une nouvelle science qui arrive juste au moment où on commence à comprendre les animaux, où on a besoin d'arriver. Donc tout arrive à point. C'est comme ça s'organise comme ça le monde. Hegel ne peut pas prétendre que c'est à cause de lui, parce qu'il est plus intelligent, plus cultivé, plus savant. C'est une formule qu'un philosophe ne peut pas employer. Bien sûr. Comment on se ne peut pas l'employer, ça, évidemment. N'ont pas mais déjà parce que compris c'est que pas l'être juste était d'abord. devenir. Hegel a une réponse prête. On n'est pas plus, le philosophe ne sera pas plus intelligent. Il a une intelligence qui lui permet de faire tel travail, et c'est tout. C'est l'égalité absolue, mais l'égalité absolue avec le simple d'esprit qui a exactement le même travail, son travail à faire pour l'humanité, qui apporte la même chose à l'humanité, etc. Il n'y a pas à se gargariser d'être philosophe ou autre chose, ou chef d'État. Que Napoléon Bonaparte commence à instituer avec le prolongement de cette institution, les transformations politiques qui se produisent en Angleterre, qui se produisent en Allemagne, en France également, après la défaite napoléonienne. L'État moderne est en train de se mettre en place. Or, selon Hegel, l'État moderne, c'est la réalisation de la raison. L'essence de l'État moderne consiste dans l'union de l'universalité. On va arrêter là. Et ça sera pour la prochaine étape. C'est la réalisation de la raison, mais c'est le dépassement également de la raison. Parce que, comme le disait bien Hegel, ça marchait pour avant lui, mais ça marche aussi pour après lui. Et Hegel ne pouvait pas anticiper ce qui viendra. Et donc, on a amené la raison et on l'amène vers son apothéose. Mais on voit qu'elle pose un problème, parce qu'elle n'est pas équilibrée. Il lui manque le spirituel. Il lui manque quelque chose, il lui manque la pensée, il lui manque Dieu. Voilà. Et donc là, c'est le moment où on va commencer à quitter la raison toute puissante qui a eu son heure de gloire et sa destination. Elle a accompli ce qu'elle devait accomplir. La raison a été très importante. Elle va continuer. On va continuer à envoyer des fusées, on va continuer à analyser la matière, à avancer vers le cœur de l'atome, à savoir comment s'est construit l'univers. Tout ça, c'est la raison qui s'occupe de tout ça, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Mais on est en train de ramener le spirituel dans le giron de la pensée. Et ça, c'est fondamental. Et c'est le travail de la mécanique universelle, entre autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus, je pense. Voilà. Alors, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, collectif, ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces. Comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, en parler à vos amis. Vous pouvez faire des liens avec des sites que vous avez ou je ne sais pas. Vous pouvez, tout ça, ça augmente la visibilité. Laisser des commentaires, ça augmente la visibilité. Et allez
sur le site Mécanique universelle pour voir cette théorie en place. Elle est sur le site, la théorie, elle est mal organisée. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui m'organise tout ça, mais c'est un peu, ça s'est construit spontanément, comme n'importe quel autodidacte construit un système. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui n'a pas l'esprit de l'universitaire, qui est un esprit génial parce que ça permet d'écrire des livres, de faire des chapitres, de séparer, qui est une logique. Et quand on lit un livre d'un universitaire ou de quelqu'un qui a fait des études, c'est un régal parce que il y a une trame, il y a une logique, on va jusqu'à la fin. Et les essais, c'est comme ça et c'est extraordinaire. Mais bon, voilà, ça s'est construit à la one again, moi, hein, mon truc. Et bon, voilà, ça a donné autre chose. Merci de votre écoute, de votre patience, de votre présence et à très bientôt.